Finalement, c'est avec l'arrivée de ChatGPT, ce type de techno, c'est de voir à quel point finalement avant l'IA c'était une discussion d'experts. Moi, je parlais d'IA essentiellement avec mes collègues, avec d'autres data scientists, mais maintenant, tu peux parler d'IA avec n'importe qui. Tout le monde a un avis sur l'IA, tout le monde commence à s'emparer de ces sujets-là. Et c'est ça que, pour moi, c'est vraiment ça l'effet waouh de ces dernières années en IA. C'est que c'est devenu un sujet pour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans les AI Leader Stories, le podcast où on interroge des leaders de l'intelligence artificielle et on échange sur la valeur business que génère l'IA. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance d'accueillir sur ce podcast Eva. Bienvenue Eva. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, tu es aujourd'hui Delivery Lead IA au sein de la RATP. Tout à Est-ce que fait. tu peux nous présenter ton parcours? Alors, je suis data scientist de formation. J'ai fait une école d'ingénieur spécialisée dans la data. Et j'ai ensuite, à la sortie, rejoint le ministère des Armées, puis du coup le ministère de l'Intérieur. Donc j'ai été, on va dire, 5 ans data scientist. Et c'est vraiment au ministère de l'Intérieur que j'ai fait ma transition, on va dire, vers le métier plutôt de chef de projet en IA. Et puis du coup, après quelques années au ministère de l'Intérieur, j'ai rejoint depuis un an la RATP au sein de la Fabrique Digitale. Donc je suis aujourd'hui Delivery Lead IA générative. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la data science? Au lycée, j'étais passionnée par tout ce qui était sondage, probabilité, statistique. Ouais, Donc voilà, j'avais déjà choisi mon école, en gros, en terminale. ouais. Et puis en arrivant du coup à l'ENSAE, ça coïncidait avec le boom de la data science. Il y avait même une tribune à l'époque, il me semble que c'était dans la Harvard Business Review, qui disait que le métier de data scientist était le job le plus sexy du 21e siècle. Donc là, du coup, la data science, clairement, c'était plus une option pour moi. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et puis le fait de pouvoir manipuler de la donnée, on a l'impression de façonner un diamant brut. Enfin, voilà, c'était hyper passionnant. Et ça l'est toujours. Et je tiens à rester en tout cas dans ce domaine d'expertise que j'apprécie beaucoup. Canon. Et donc là, tu as basculé sur un rôle un peu moins technique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer un peu de la partie plus technique data science à effectivement plutôt de la gestion de produits projet. IA? Mais je dirais que ça s'est fait assez naturellement quand j'étais au ministère de l'Intérieur. Donc, j'étais data scientist notamment sur une application de lutte contre la fraude. Et finalement, c'est là où j'ai eu une sorte de prise de conscience et où je me suis dit, mais finalement, un algorithme, c'est qu'un enabler technique. Finalement, la valeur est dégagée vraiment par le produit. Et j'ai passé beaucoup de temps, notamment sur cette application, à du coup voir quelle était l'intégration la plus pertinente, comment faire en sorte que finalement, avec cette brique IA qui n'était qu'un pourcentage du produit, on pouvait dégager le maximum de valeur. Et c'est là que je me suis assez rapidement convaincue que finalement, c'était ça que je voulais faire. Je voulais vraiment aborder la problématique IA dans son ensemble et trouver l'endroit, la façon dont l'intégrer pour qu'elle dégage le plus de valeur possible pour les métiers. Canon. Et donc, avant de rejoindre la RATP, et bien évidemment, on va beaucoup parler de la RATP durant ce podcast. Donc, tu as travaillé au sein du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur. Alors, je ne vais pas forcément te poser des questions sur ce que tu as fait au ministère des Armées, parce que je suppose que c'est secret défense, comme on dit, mais peut-être côté ministère de l'Intérieur, est-ce que tu en parlais un petit peu là? Il y a des cas d'usage sur lesquels tu peux communiquer pour qu'on Ouais, on se tout à projette dans ce que fait notre gouvernement sur l'IA. Alors moi, je faisais partie de la direction de la transformation numérique du ministère de l'Intérieur, parce que le Ouais. ministère de l'Intérieur, c'est très très grand. Ouais. Et c'est un ministère qui est très proche des citoyens, donc il y a la sécurité avec la police, la gendarmerie, mais en fait, il y a plein d'autres métiers, il y a la sécurité routière, les collectivités locales, les préfectures, et donc des use cases IA, tu peux en croiser dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de verticales du ministère de l'Intérieur. Et peut-être les trois, on va dire les trois grands domaines que j'ai pu du coup aborder, sur lesquels j'ai pu travailler. Il y a la lutte contre la fraude dont je te parlais tout à l'heure, notamment aux immatriculations. Comment on détecte, l'enjeu c'était détecter des véhicules soit dangereux, soit pour lesquels il y a un impact en termes de sécurité routière. On avait des problématiques aussi de computer vision, comment déterminer automatiquement la catégorie légale d'une arme sans avoir à la manipuler à l'aide d'une photo. Puis là, plus récemment, j'ai vu d'ailleurs que le ministère de l'Intérieur avait communiqué dessus au dernier Vivatech. C'est Mirail, le portail d'IA générative du ministère de l'Intérieur pour ses agents, qui met du coup à disposition des modèles open source pour accélérer les métiers du ministère de l'Intérieur. Ok.
Et sur ton premier cas d'usage, Mm. la lutte contre la fraude, j'arrive pas à me rendre compte, il y a beaucoup de fraudeurs sur ce en France. Là, typiquement, je laisserai mes collègues qui travaillent dessus, tu vois, te communiquer les chiffres. Mais en tout cas, c'est un sujet hyper Ouais, intéressant et impactant pour un data scientist parce que là, bah oui, oui, c'est euh, clair. tu vois les enjeux Mm, pour toi, pour ta famille, pour tes concitoyens. Donc c'est hyper mm, passionnant de travailler sur ces sujets-là. mm. Ok. Vachement intéressant. Et donc aujourd'hui, ça fait bientôt un an là que Mm, tu as rejoint la RATP. tout à Est-ce que fait. tu peux nous expliquer ce que tu fais au sein de la RATP? Du coup, je suis delivery lead, donc spécialisée, comme je disais tout à l'heure, en intelligence artificielle et intelligence artificielle générative, IAGEN. Et donc, je suis responsable de l'engagement en termes de delivery auprès de nos métiers sur un portefeuille de produits. Et je porte aussi une offre de RAG générique, donc d'IA générative, qu'on a baptisée C'est quoi IA. Je porte cette offre et puis je la fais évoluer avec l'équipe. Ok. Et donc là, l'objectif de ce podcast, ça va être de parler un petit peu de C'est quoi IA. Pourquoi C'est quoi IA? Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Tout simplement parce que aujourd'hui, Sequoia permet vraiment d'accélérer la recherche d'informations dans des bases documentaires. Donc le c'est quoi s'y prêtait bien. Et puis évidemment le petit jeu de mots avec l'IA. Et puis on avait aussi l'image du séquoia, l'arbre, qui du coup a vraiment ses racines bien enfoncées donc, sous la terre. Donc l'idée c'était que voilà, on a un outil qui va venir s'appuyer sur les racines de l'entreprise pour apporter de la valeur au métier. Ok, ok. Et donc aujourd'hui, l'IA au sein de la RATP, j'arrive pas trop à me rendre compte à l'extérieur, c'est voilà, quelque chose qui est assez mature. Ça fait longtemps que la RATP fait de l'IA. Enfin, c'est toi Alors, qui as vu d'autres ouais. entreprises, comment tu te situes Alors, je dirais qu'en IA générative, la RATP, du coup, produit ou apporte une maturité qui avance, qui progresse. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a fait venir à la RATP, et c'est pour ça que je suis contente d'avoir rejoint les équipes de la Fabrique Digitale. C'est qu'on s'appuie sur un premier succès, du coup, qui est C'est Malin, qui est un produit qui est déployé auprès des plus de 5500 agents de gares et stations de la RATP. Et on s'appuie du coup sur ce premier succès pour accélérer l'IA générative à la RATP. Et Sequoia en est une première marche. Ok. Et donc pour bien comprendre la différence entre donc ces deux produits phares, j'ai l'impression au sein de la RATP, C'est Malin et C'est quoi IA, Mm. comment tu les situerais si tu devais les... Alors, C'est Malin, c'est le premier cas d'usage industrialisé, déployé par la RATP auprès de ses agents. Donc, c'est du développement spécifique. Ça a été construit autour d'un métier, pour un métier. Voilà, ça va aider les agents gare et station à répondre à des questions autour de la billettique et du matériel qui est présent en station. Donc ça va les accélérer. Et puis à partir de ça, on s'est dit, voilà, construire des 10 c'est malin, ça pose des questions intéressantes. Et donc il faut qu'on ait une réponse et qu'on construise quelque chose, en tout cas, qui permet de scaler ce type de produit pour justement accélérer. D'accord. Et donc C'est quoi IA, c'est un C'est Malin, mais pour tous les métiers, quoi. Ou pas forcément. Ouais, c'est oui et non. Ouais. C'est-à-dire que la technologie est la même. Donc, ce qu'il y a derrière Sequoia, en fait, c'est une plateforme qui permet aujourd'hui de faire du RAG générique. Donc, le RAG, c'est un système qui va justement venir s'appuyer sur les langages, les larges language models, les LLM, pour justement apporter une information qui est à jour. Et tout ça, elle le fait du coup en s'augmentant du contexte des bases de connaissances internes à l'entreprise. C'est-à-dire que ton chat GPT, voilà, il connaît rien à la réglementation RATP, ce sont des informations qu'il n'a pas vues. Donc là, on va l'enrichir de cette connaissance-là et de cette compétence. Ok. Et donc c'est ça tout le travail qu'il y a autour du RAG. Il y a quand même un gros travail autour de la gestion documentaire. Pour répondre à ta question, il y a eu un gros travail justement sur ces malins de définir quelle est la documentation pertinente, quel est le périmètre documentaire de ce métier-là. Et donc on ne peut pas juste se dire qu'on va déployer un RAG sur toute la documentation interne de la RATP. Ça ne peut pas marcher, ça pose plein de questions en termes de est-ce que les documents sont à jour, pour répondre à quelle problématique, et puis surtout ça a un coût. C'est un coût lié à générative. Donc on ne peut pas se permettre d'ouvrir comme ça un service sans questionner la valeur. Ok. Et donc là, donc tu me disais, C'est Malin, c'est 5500 agents. C'est quoi IA? C'est quoi la volumétrie des personnes qui sont concernées et sur quel Ouais. type de métier Alors, c'est quoi IA? Aujourd'hui, on a une instance qui est en service auprès des 300 cadres de la direction opérationnelle métro, transport, service. Du coup, pour les aider du coup,
récupérer rapidement de l'information autour de la réglementation. Et puis demain, là, on développe un assistant conversationnel pour les agents, pour les 32 000 agents de l'EPIC RATP, pour qu'ils puissent poser des questions de premier niveau autour de leurs droits en termes de leurs droits RH, si tu veux, et puis la façon dont réaliser les démarches RH du quotidien. Peut-être une question sur ces malins, vu qu'effectivement on adresse des agents, je suppose que la mobilité c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a une application qui est disponible Ouais, en mobilité, ouais? exactement. Donc Ouais. les 5500 agents là, que tu croises dans les gares et stations ont sur leur tablette accès Ok. à ces malins. Donc c'est vraiment, on l'appelle le compagnon des agents de gares et stations parce qu'ils y ont accès de manière immédiate. Mhm. Et c'est aussi ce qu'on travaille sur Sequoia. On veut vraiment que les assistants conversationnels s'intègrent au maximum dans les applications du quotidien des agents Mhm. pour que justement on favorise l'adoption et que voilà, ça leur apporte de la valeur et ça accélère leur recherche d'informations. C'est vachement intéressant. Et du coup, comment tu t'y prends? Est-ce que, je sais pas, il y a des usages que tu priorises, par exemple la voix plutôt que, tu vois, le texte? Comment tu construis un peu des usages adaptés aux populations, mobilité, pas mobilité? Ouais, bah aujourd'hui, on fonctionne vraiment, comme je te disais, par métier, par use case. Mm. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quel est le besoin métier pour répondre à quelle problématique, quelle est la valeur que peut apporter du coup, enfin quelle est la valeur qu'on va aller chercher. Est-ce Mhm. que justement Sequoia est la bonne solution ou pas? On va du coup, tu vois, c'est plutôt une réflexion qui vient du sol pour remonter. Mhm. C'est-à-dire qu'on va délimiter ce périmètre métier, on va délimiter les questions auxquelles on veut répondre. Une question que je voulais te poser aujourd'hui, je vois effectivement beaucoup de démarches d'entreprises qui sont plutôt holistiques, c'est-à-dire je vais essayer de faire un rack d'entreprise Mm, et construire un assistant conversationnel pour l'ensemble de mes collaborateurs. Euh, j'ai l'impression que la RATP, c'est pas forcément cette mm. démarche-là. Comme tu disais, hein, on va adresser certains types de populations parce que, comme tu le disais, il y a plein de sujets sous-jacents, la gouvernance, la technique, etc., des usages. Euh, Toi, ta recommandation aujourd'hui pour un leader qui nous écouterait, euh, ça serait quoi? Ça serait vraiment essayer de verticaliser les usages ou faire un truc holistique? Enfin, voilà, comment tu vois les choses? Alors nous, on a pris cette approche justement du métier vers l'insensation de l'agent conversationnel Hmm, pour plusieurs raisons. Parce que la RATP, c'est une entreprise à mission, donc on est hmm, challengé, on est en tout cas suivi sur les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. ouais, Donc on veut justement vraiment mutualiser, rationaliser, vraiment essayer voilà, de jouer sur le ROI qui est pas finalement facile à calculer sur ces cas d'usage-là. Une solution qui accélère la recherche d'informations, calculer un hmm, KPI, c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on va chercher vraiment la synergie, tu vois, entre les métiers. On développe ce type de solution vraiment au nécessaire. C'est-à-dire que on veut vraiment aller là où il y a de la valeur. Et puis surtout, on veut aussi construire des assistants conversationnels qui soient fiables hmm, hmm. pour nos métiers. Donc du coup, on a besoin de travailler, d'itérer avec le métier pour s'assurer que bah, justement ces documents sont bien gouvernés, qu'il n'y a pas des documents qui se contredisent et qui du coup pourraient pourraient instaurer du bruit dans la réponse Hmm. et que justement chaque métier puisse vraiment suivre l'évolution de la qualité des réponses et agir soit sur sa documentation, soit itérer avec nous sur le prompt pour justement maîtriser, c'est pas le bon mot parce on n'arrivera jamais à 100% de bonnes réponses, mais en tout cas qu'il puisse avoir les moyens d'agir sur la qualité de ses réponses et sur son produit finalement. Ok. Donc pour toi, c'est plutôt intéressant de faire un déploiement métier par métier plutôt que faire un déploiement un peu Big Bang holistique pour toutes les populations, quoi. Bah, si le cas d'usage, si vraiment l'enjeu c'est de faciliter, d'accélérer la recherche dans les bases de connaissances internes, Mhm. là c'est intéressant. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui aussi déploient du coup des portails ou des plateformes, mais là l'enjeu c'est pas forcément de faire du RAG, c'est Mhm. plutôt de faire de la synthèse de documents. Tu vois, t'es pas forcément sur le même type de problématique. Ok. Petite question au niveau de la qualité de la data. Je Mm, suppose que quand on fait du RAG à l'échelle, c'est peut-être le plus gros enjeu. exactement. Comment on s'y prend Mm. justement pour nettoyer sa donnée, vérifier que voilà, on a une data de bonne qualité, comment on fait? Alors c'est un travail très important qu'on mène avec les métiers. Enfin d'ailleurs, ce sont les métiers qui sont honneurs de leurs données, donc c'est eux qui mènent ce travail. Mais je te parlerai de deux axes. Le premier, en termes de gouvernance, on va identifier avec eux vraiment quel est le périmètre documentaire qu'il faut construire, qu'il faut sanctuariser. Quel est le périmètre finalement où on doit vraiment faire le travail de s'assurer que cette donnée est à jour. Donc ça, c'est un travail qui incombe vraiment au métier, qui doit du coup s'appuyer sur des sachants, des experts pour s'assurer que cette documentation est à jour.
Et ensuite, sur Sequoia, nous, on travaille vraiment à industrialiser les flux entre les SI sources. Donc, souvent des GED, éventuellement des SharePoint, l'intranet de l'entreprise, pour justement garantir que cette information soit toujours à jour et pas avoir ce problème de gestion manuelle, tu vois, j'ajoute un document, je mets à jour moi-même le document. Donc voilà, on essaye à la fois d'avoir une réponse technique et d'avoir une réponse en termes de gouvernance de la donnée. Ok. Et donc, pour toi, qui est responsable de la qualité de la donnée? Le métier, métier. parce que la DSI ou les techniques, on n'a pas la maîtrise sur... on est incapable de savoir ou d'identifier si cette donnée est à jour, si elle est pertinente. Donc pour moi, il n'y a que le métier qui peut mener ce type d'action sur sa donnée. Et du coup, question complémentaire, comment tu pousses les métiers à faire attention à la qualité de leurs données? Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sequoia et avec un petit assistant conversationnel, tu t'aperçois très vite si ta donnée est de mauvaise qualité. Donc on voit se mettre en place, nous, vraiment un cercle vertueux entre Sequoia, les sources, enfin les SI sources et ce fameux périmètre documentaire, où du coup, en itérant et en touchant, en allant chercher vraiment de la contribution métier sur l'évaluation de la qualité des réponses, le métier identifie justement très rapidement où la donnée n'est pas à jour, quelle est la documentation complémentaire qu'il faudrait ajouter, etc. Ok. Et si on parle un peu d'infra, c'est quoi le data warehouse que vous avez choisi côté RATP justement pour manipuler toutes ces données? Alors aujourd'hui, on s'appuie sur notre partenaire cloud Azure. Ok. Et on s'appuie du coup sur ces services, toujours dans l'optique de maîtriser nos coûts d'exploitation. C'est-à-dire qu'on veut minimiser les coûts de run et les coûts récurrents au minimum. D'où l'intérêt de s'appuyer sur aussi les services qui existent et qui sont du coup managés par nos partenaires cloud. Ok. Et sur la partie LLM, du coup aujourd'hui vous travaillez avec quel LLM? OpenAI aujourd'hui. Et dans les objectifs 2026, on veut aussi se rendre agnostique au type de modèle utilisé. Voilà, on veut vraiment choisir un modèle parce que c'est le plus pertinent. Et on veut du coup avoir la possibilité que notre SOC, notre plateforme, puisse du coup avoir cette flexibilité en tout cas de pouvoir changer les modèles qu'on utilise. Et pourquoi vous aviez choisi à l'époque du OpenAI plutôt que d'autres solutions? Alors, du coup, Azure, OpenAI, il y a un partenariat. Donc pour l'instant, ça s'est fait assez naturellement. Okay. Et puis du coup, en termes de pertinence et de qualité de la réponse, on a de bons résultats aujourd'hui. Okay. D'où ce choix, ce premier choix. Mais voilà, notre roadmap vraiment se construit avec les usages. Donc on priorise, on continue vraiment les features ou les fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Et celle-là, on l'a bien identifiée aussi pour l'année prochaine. Et c'est important pour toi d'être agnostique en termes de LLM, d'avoir la possibilité de changer de LLM ou pas forcément, vaut mieux choisir un LLM et y aller à fond dedans, quoi? L'intérêt, c'est qu'on... nous, on s'intéresse essentiellement... les deux vecteurs, c'est la qualité et donc là, sous-entendu la qualité des réponses et les coûts. Donc du coup, pouvoir avoir cette flexibilité de choisir, de switcher de modèle, c'est quand même hyper intéressant pour une plateforme d'IA générative. Okay. Il y a peut-être un sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est le sujet de la gouvernance de la donnée. Ce qui est vachement intéressant, c'est que vous avez réussi à opérer un RAG à l'échelle pour des populations qui sont quand même importantes, parce que Sequoia, on parle quand même de 32 000 agents, donc c'est l'année pareil. prochaine, on cible. L'année prochaine. Mais c'est bien parti pour, de ce que je comprends. Comment on gère ce sujet de la gouvernance de la donnée? Parce qu'effectivement, on a une masse de données qui est juste énorme quand on s'appelle la RATP, et on a des sujets de gouvernance, c'est-à-dire que, je suppose, tel type de population peut accéder à tel type de données, tel autre type de population ne peut pas accéder à ce type de données. Une fois qu'on fait un RAG à l'échelle et qu'on met tout ça dans notre LLM, comment on fait en sorte de contrôler un peu le niveau des réponses? Alors aujourd'hui, on a choisi typiquement des cas où, les deux premiers cas d'usage là, qu'on a embarqués, on a finalement défini le périmètre documentaire aussi en fonction de la cible et de l'usage de chacun de ces chatbots. Et ce qu'on a en tête là très rapidement dans les prochaines semaines, c'est typiquement d'adapter la réponse, enfin en tout cas d'adapter le contexte qu'on va donner au LLM dans sa réponse à l'utilisateur. Pour justement gérer la question des droits à l'accès de certains documents. Donc ça pose plein de questions un petit peu compliquées. C'est-à-dire qu'il faut que la source soit en capacité aussi de nous fournir et d'exposer les groupes d'autorisation auxquels aura accès du coup les utilisateurs qui vont poser leurs questions via le chatbot. Donc techniquement, c'est pas si évident que ça aujourd'hui.
parce que ça nécessite déjà qu'on arrive à bien communiquer avec les SI sources. Et nous, aujourd'hui, on voit que finalement, techniquement, ce sur quoi on passe beaucoup de temps, c'est pas tant justement personnaliser le RAG à notre nouveau métier. Il y a quand même des itérations importantes, notamment pour bien maîtriser le périmètre documentaire, comprendre les règles métiers, etc. Mais finalement, ce lien entre le SI Source et la plateforme Sequoia, c'est là où il y a vraiment beaucoup d'enjeux, à la fois techniques et encore une fois en termes de gestion documentaire, de Ok. gouvernance. Ok. Euh, c'est malin, on a déployé à 5500 agents. Aujourd'hui, L'année dernière. c'est utilisé Mm. depuis l'année dernière. Comment on fait pour passer un peu du POC au scaling? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête quand on scale comme ça un outil d'IA générative? Les bonnes pratiques, je pense, c'est de toujours questionner la valeur. En tout cas, nous, c'est notre approche. On est convaincus, ce sont des technos qui coûtent cher, qui sont du coup difficiles à maintenir parce que finalement, la roadmap techno de l'IA générative, tu vois, elle évolue super vite. Mm. Donc, on a vraiment un enjeu autour de la valeur, de la maîtrise de nos coûts. Et on veut du coup aussi s'assurer qu'on maîtrise les produits, qu'on maîtrise la technologie. Donc finalement, ce triptyque fait qu'on a intérêt, nous, ou en tout cas, nous, on est convaincus qu'il faut du coup mutualiser au maximum, rendre des briques génériques pour justement pouvoir déployer des solutions qui sont instanciables, intégrables rapidement dans l'écosystème RATP, mais de façon finalement la moins coûteuse dans le temps et sur laquelle on a le plus de maîtrise avec le moins de personnes possible. Ok, ok. Euh, Bah écoute, ultra intéressant. On a pas mal parlé de ces malins, de la mise en place de Sequoia. Est-ce que aujourd'hui, avec ces nouveaux outils qui arrivent dans le quotidien des RATPiens, je sais pas comment Je pense qu'on peut le dire. Ouais. RATPiens, euh, est-ce que vous voyez déjà des premiers résultats? Est-ce que vous observez des KPI de valeur? Alors, c'est quoi vos premiers retours par rapport à toute cette mise en place? Alors, encore une fois, on est sur l'accélération de la recherche d'informations. Donc, les KPI, tu vois, en termes de valeur financière, sont toujours difficiles Hmm. à estimer, à suivre, parce que finalement, qu'est-ce qui te dit que les 4 heures économisées à chercher de l'information, tu vas les déporter sur une activité qui est créatrice de valeur. Enfin, voilà, c'est des KPI qui sont difficiles à mesurer. Hmm. En revanche, du coup, nous, on va suivre essentiellement le nombre de requêtes consommées, utilisées. Ok. Mais par contre, avoir beaucoup d'utilisation de nos solutions là, d'assistants conversationnels, ce serait aussi un problème. Parce que du coup, si les gens les utilisent beaucoup, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, tu vois, est-ce qu'ils ne sont pas assez formés. Donc finalement, le métier voilà, analyse vraiment au juste nécessaire, finalement, ce type de KPI. Ok. Et du coup, on accompagne aussi beaucoup les métiers sur l'acculturation. Il faut, enfin voilà, ce sont des technologies qui sont entrées dans notre quotidien, mais qui sont pas évidentes pour tout le monde. Et donc, il faut aussi apprendre aux utilisateurs à bien poser leurs questions. Finalement, Mhm. bah, on voit quand on fait des ateliers que la recherche mots-clés perdure. Ouais. Et finalement, voilà, l'IA générative a besoin de contexte pour apporter une information qui est cohérente, pertinente. Donc voilà, on a un travail aussi d'accompagnement de nos métiers sur le bon usage de ce type de technologie. Ok. Et justement, t'en parles, il y a un gros sujet de conduite du changement, d'accompagnement des collaborateurs à utiliser ces nouvelles technologies, d'autant plus qu'on peut avoir des populations qui sont moins habituées à utiliser les outils technologiques. Comment on fait à la RATP pour accompagner tous ces collaborateurs à correctement utiliser ces nouveaux outils? On s'appuie beaucoup sur le métier, donc du coup nos product owners qui sont un petit peu voilà qui portent leurs produits et qui vont s'appuyer du coup sur qui vont identifier en tout cas des stratégies pour favoriser l'adoption, pour accompagner les collaborateurs vers ce nouveau type de technologie. Et puis ensuite on a du coup côté stratégie data des supports en tout cas d'acculturation et puis nous voilà on communique beaucoup en interne sur ce type de solution et on inclut toujours par défaut, en tout cas, voilà, un petit chapitre d'acculturation sur les limites de l'IA générative, pourquoi on n'aura jamais 100% de réponse correcte. Et du coup, voilà, on incite toujours les utilisateurs à consulter les sources. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais systématiquement, évidemment, sur nos assistants conversationnels, on précise et on incite nos utilisateurs à vérifier les sources. Voilà, on a plein de petites façons finalement de mettre ces petites graines auprès des collaborateurs pour que du coup l'IA générative soit bien utilisée et leur apporte de la valeur au quotidien. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des résistances au changement, des agents qui voulaient pas utiliser ces malins, qui vous disaient franchement ça n'a pas de valeur par rapport à mon quotidien?
Enfin, moi, en tout cas, pour l'instant, ça fait 1 an que je suis à la RATP, j'ai pas entendu ce type de verbatim. En revanche, tu peux avoir plutôt, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, des réflexes de recherche qui sont pas les plus adaptés, ou alors des personnes qui ont des attentes envers l'IA qui sont énormes et qui, du coup, peuvent être assez critiques sur le fait que l'IA peut se tromper. Ouais. Et que voilà, finalement, ils attendent de l'IA autant qu'un expert métier. Et heureusement, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire en introduisant ce type de technologie. Ok. C'est quoi la prochaine étape? Là, on a beaucoup parlé effectivement du cas d'usage de la recherche d'informations qui permet, je pense déjà, d'aller chercher beaucoup de gains de productivité. Est-ce que il y a dans la roadmap de RATP, je sais pas, des sujets d'assistants, des sujets d'agents, des produits encore plus complexes? Voilà, c'est quoi les prochaines étapes d'un point de vue produit? Alors, nous, on construit notre roadmap toujours au juste et nécessaire. Donc, du coup, là, dans les prochaines étapes, oui, si tu veux qu'on parle d'agentique, on peut parler d'agentique, mais on veut vraiment y aller à petits pas. Il faut qu'on va explorer ce type de techno. On veut être prêt quand les cas d'usage seront là. Mais du coup, on fait pas du push techno. Donc on y va pas à pas. Donc on en parlait tout à l'heure, mais ça peut être déjà apporter une réponse contextualisée à l'utilisateur. Typiquement dans le cas du chatbot RH, identifier que l'utilisateur qui pose la question est en CDI ou en CDD, lui apporter une réponse qui est plus adaptée à son contexte. Ça peut être des choses intéressantes. Et puis après, en termes de sur les autres sujets de la roadmap techno, on veut aussi robustifier encore plus notre plateforme pour qu'elle puisse accueillir encore plus de RAG et qu'elle puisse être au rendez-vous des futurs cas d'usage qui vont nous rejoindre. Et aussi développer notre axe numérique responsable. Ok. Et j'arrive pas forcément à me rendre compte, et je sais pas si tu as la réponse, mais aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage du patrimoine de data qui est exploité dans ces RAG à l'échelle? Est-ce que c'est 0,01%? Est-ce que c'est 10%? Enfin, je sais pas si tu as une idée de... J'aurais du mal à te donner un Ouais. pourcentage, mais on est sur justement vraiment des petits volumes, parce qu'on cherche à être en maîtrise du coup de ces périmètres. Et par contre, on s'assure qu'il s'inscrit vraiment dans la gouvernance de la donnée à l'échelle de la RATP, c'est-à-dire qu'on met en place du coup cette gouvernance sur ces périmètres documentaires, ce qui nous permettrait demain, tu vois, si on a un nouveau cas d'usage qui exploite un périmètre documentaire qu'on a déjà utilisé, qu'on a déjà mis en gouvernance, on puisse justement être capable de le remobiliser sans avoir à dupliquer de la donnée et du coup être le plus efficace possible. C'est quoi la secret sauce côté RATP pour identifier les cas d'usage à forte valeur ajoutée? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros enjeux qu'on a de l'intelligence artificielle. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. La problématique, c'est d'identifier les cas d'usage prioritaires qui vont nous apporter en tant qu'organisation le plus de valeur. Comment vous faites? La valeur. La valeur, donc essayer d'identifier quel est l'apport de valeur, à quel besoin on veut répondre, quelle valeur on veut aller chercher. Et du coup, pour les cas d'usage IA, c'est quelle valeur va apporter l'IA par rapport à une solution peut-être moins complexe, plus simple. Ça, c'est hyper important. Du coup, on cherche aussi de l'ownership. On veut s'assurer que on a quelqu'un côté métier qu'on va pouvoir solliciter, qui va co-construire avec nous le produit pour s'assurer du coup qu'il va bien correspondre aux besoins des métiers sur le terrain et qu'il puisse du coup être là sur l'ensemble du cycle de vie de ces produits-là et qu'on puisse du coup mettre en place avec lui les leviers qui vont lui permettre de garantir ou de faire évoluer, d'améliorer en continu son produit. Ok. Sur la partie numérique responsable, je sais que c'est un enjeu important pour la RATP. Comment on gère cette notion de responsabilité, typiquement sur la partie environnementale? On sait qu'une requête ChatGPT consomme 10 fois plus qu'une requête Google classique. C'est quoi votre politique par rapport à l'utilisation de l'IA générative? Est-ce que, je sais pas, il y a des sujets de sobriété? Pas du tout. Comment vous voyez les choses? Alors aujourd'hui, on s'inscrit déjà dans la stratégie numérique responsable de l'entreprise et donc de la fabrique digitale. Et aussi, on va essayer vraiment d'aborder cas d'usage par cas d'usage, de mettre en place un petit peu, de s'assurer typiquement que du coup la sollicitation, tu parlais de l'appel LLM, que du coup on appelle bien des LLM au strict nécessaire. C'est-à-dire que
on veut s'assurer justement de ne pas sursolliciter ce type de techno-là. On veut s'assurer justement que les utilisateurs vont en faire un usage responsable. On veut du coup éviter, justement, je te disais tout à l'heure, finalement, si dans tes KPI, tu vois que tu as un usage de ton assistant conversationnel qui explose, c'est pas bon. Donc voilà, on veut projet par projet être capable d'identifier ça. Et du coup, pour nous, ça passe aussi par la capacité au métier de pouvoir suivre l'usage qui est fait de son produit. Donc on développe vraiment dans Sequoia, on met à disposition du métier une application qui vraiment lui permet de suivre l'usage, mais de manière assez fine, pour qu'il puisse justement réagir et activer les bons leviers pour améliorer du coup son chat base. Ok. Si tu devais donner un conseil à un leader qui nous écoute et qui est en train justement de construire une IA conversationnelle pour son entreprise et d'opérer un RAG à l'échelle, quelle recommandation tu lui donnerais? Pour nous, ce qui nous prend beaucoup d'énergie, c'est vraiment s'assurer que le périmètre documentaire soit bien maîtrisé. Donc on en revient toujours, encore et toujours au sujet de gouvernance de la donnée. On a besoin de données à jour, de données fiables. On a besoin de savoir, de pouvoir s'appuyer et d'être serein sur la mobilisation de ces données-là. Donc mettre en place cette gouvernance de la donnée, c'est hyper, hyper important pour ces sujets-là. Ok. Et peut-être, à contrario, est-ce que, je sais pas, il y a un apprentissage que tu as eu cette dernière année où vous avez peut-être fait une petite boulette, un truc qui n'a pas fonctionné et tu dis, bon, bah ça, j'aurais peut-être fait différemment. Justement, peut-être pour le premier, on est allé assez vite. C'est-à-dire qu'on a... Pour ces malins, tu veux dire? Non, pour du coup le premier cas d'usage Ah, ok, Sequoia, d'accord. où finalement on n'avait pas vu à quel point justement cette maîtrise du périmètre documentaire, le fait de s'assurer qu'elle soit à jour, ça soit aussi clé. Donc finalement, par rapport aux 2 mois de time to market qu'on avait prévu, on a passé beaucoup de temps avec le métier à bien sécuriser ce périmètre documentaire. Donc maintenant, on essaye au plus tôt de sensibiliser le métier sur ces questions-là. Ok, ok. Et donc là, tu disais le premier cas d'usage. Aujourd'hui, il y a combien de cas d'usage Donc il y en a un qui est en service, et là on est en train de développer le deuxième avec la direction des ressources humaines. Ouais, d'accord, ok. Ok. Pour, Et les prochains cas d'usage potentiels, ça serait quoi? Alors justement, on est en train de mettre en place toute notre recherche de valeur pour justement sélectionner le bon. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais il y a plusieurs candidats potentiels. J'en dis pas plus. Ok, ça marche. Ça marche. Bah écoute, très clair. Franchement, c'est passionnant. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder. Merci beaucoup. Et peut-être, ce que je te propose, c'est de passer au flash chat. Et c'est des questions voilà, qu'on pose à tous nos invités sur ce podcast. Et c'est toujours très intéressant de comprendre un peu ce que des leaders de l'écosystème IA pensent de voilà, la personne, les concepts. Enfin, bref, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Première question, c'est quoi la personne dans l'écosystème de l'IA qui t'inspire et qu'on devrait potentiellement inviter sur ce podcast? Alors je crois que je suis pas la seule à la citer, mais c'est Aurélie Jean. Donc déjà, je l'admire pour son parcours. C'est aussi un rôle modèle féminin, il n'y en a pas beaucoup dans l'IA, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est pour moi une personne inspirante. Et puis je trouve que voilà, elle a pas de tabou sur l'IA, elle démystifie l'IA. Enfin, je trouve son regard très intéressant aussi. Elle montre l'impact de ce type d'outils sur les comportements. Enfin, voilà, elle a une réflexion qui n'est pas 100% tech et qui du coup je trouve très intéressante et qui est à destination du grand public. Ok, vachement intéressant. Le concept clé à comprendre dans l'IA aujourd'hui? Pour moi, le concept clé, et qui est sans doute le concept de base, c'est que cohérence n'est pas vérité. C'est-à-dire que l'IA s'appuie sur des probabilités, et donc l'IA générative, typiquement, va générer un contenu qui est cohérent au sens sémantique, mais qui n'est pas forcément vrai. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a pas mal de clés pour justement questionner les réponses de ChatGPT quand on lui pose des questions. Vachement intéressant. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. On s'améliore aujourd'hui sur cette notion de véracité. Comment tu vois les choses parce qu'on fait beaucoup de progrès quasi de mois en mois. Est-ce que tu as noté, toi qui travailles au quotidien sur LLM, une amélioration? Le réentraînement, il y a plein de façons qui permettent du coup de travailler sur la qualité de la réponse. Mais en tout cas, voilà, ce que je trouve passionnant et intéressant, c'est que justement, même si c'est cohérent sémantiquement,
Même si finalement le ciel est bleu, c'est quelque chose de cohérent, mais c'est pas quelque chose de véridique. C'est-à-dire que jamais on pourra être sûr à 100% que l'information qu'on reçoit est vraie au sens réalité, quoi. Ok, vachement intéressant. C'est quoi le dernier effet waouh que tu as eu dans le monde de l'IA? Dernier effet waouh, je pense finalement c'est avec l'arrivée de ChatGPT et ce type de techno, c'est de voir à quel point finalement avant l'IA c'était une discussion d'experts. Moi je parlais d'IA essentiellement avec mes collègues, avec d'autres data scientists, mais maintenant tu peux parler d'IA avec n'importe qui. Tout le monde a un avis sur l'IA, tout le monde commence à s'emparer de ces sujets-là, et c'est ça que pour moi c'est vraiment ça l'effet waouh de ces dernières années en IA, c'est que c'est devenu un sujet pour tout le monde. Et peut-être, désolé, je déborde un peu par rapport au flash chat, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a deux écoles au sein de l'IA. Il y a effectivement les grands acteurs type OpenAI, Anthropic, le recherche, mais des personnes qui voient l'IA comme, avec comme objectif d'aller chercher cette notion d'AGI, donc bon, vraiment avoir une IA un peu équivalente à l'être humain, et une autre école où l'idée c'est plutôt d'aller chercher des IA ultra spécialisées et effectivement aller chercher des usages que l'être humain ne peut pas opérer. Est-ce que toi, enfin je sais pas si tu as une conception de l'IA plutôt AGI, plutôt hyper spécialisation, comment tu vois le développement de l'IA dans les prochaines années? Aujourd'hui, moi, je suis plutôt dans la deuxième approche. Je pense aussi que si tu veux t'inscrire dans la lignée de numérique responsable, on a plutôt envie enfin moi en tout cas, j'ai plutôt envie de solliciter l'IA au bon moment sur des tâches très précises, là où je sais que je vais pouvoir aller chercher une précision, une véracité qui est plus importante, plutôt que voilà une IA qui fait tout et qui du coup n'apporte pas forcément de valeur, tu vois, sur un sujet ultra précis, quoi. Ok. Ce serait quoi pour toi le use case où l'IA va révolutionner notre quotidien? Moi, je suis assez intéressée par l'IA dans le domaine de la santé. Donc, Ouais. c'est pas nouveau dans la santé. Enfin, voilà, l'IA est utilisée depuis longtemps pour identifier des tumeurs sur des clichés de radiographie, pour accélérer la recherche d'un vaccin. Par contre, ce que je trouve assez intéressant maintenant, c'est surtout ce qui est autour de la médecine préventive, la médecine personnalisée. Être capable, je sais que les gens travaillent dessus aussi, être capable justement d'identifier des signaux faibles en termes de santé. Et ça, je trouve ça hyper passionnant. Ok. Canon. Et puis dernière question, si ta vie était un proverbe, quel serait-il? Pas facile comme question. Non, c'est pas facile. J'ai un petit peu réfléchi avant de venir. Très simplement, moi, je dirais comprendre aujourd'hui, c'est créer demain. C'est-à-dire que, voilà, moi, je m'appuie je m'appuie au quotidien sur ma connaissance scientifique, mon expertise en data science, pour justement avoir les clés, même si je suis plus du tout autant experte qu'avant. Mais voilà, j'ai besoin de comprendre pour identifier voilà, dans quelle mesure l'IA peut apporter et peut créer de la valeur demain. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était un petit proverbe qui résumait plutôt bien ma carrière pro. Très sympa, très sympa. Écoute, merci beaucoup Eva, on arrive au bout de cet épisode. C'était vraiment un échange passionnant et ultra intéressant de savoir ce qu'une entreprise comme RATP est en train de faire aujourd'hui autour de l'IA générative. Cette notion de RAG à l'échelle, je pense que c'est peut-être un des plus gros enjeux pour effectivement beaucoup de boîtes parce que bon, mettre en place un LLM, je pense que c'est pas trop compliqué. Avoir une data propre, utilisable, C'est une la clé. gouvernance de données qui soit structurée, c'est sûr que c'est là où pour moi est le gros enjeu. Et effectivement, si on a une data qui est pas complètement clean, c'est très difficile d'exploiter la Tout à puissance fait. de l'IA générative. Donc c'est peut-être effectivement un des plus gros enjeux qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment merci d'avoir pris le temps de nous en parler. Et merci beaucoup pour l'invitation.